2022. Dimitri Pavlenko. 8h41, avant-dernier jour de campagne pour les candidats à la députation. Alors comment résumer les 6 drôles de semaines qui auront séparé la réélection d'Emmanuel Macron fin avril du premier tour des législatives? Alors 2 polémiques, Abad et le Stade de France, beaucoup d'attentisme dans le camp présidentiel, la résurrection du cartel des gauches sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que le cartel des gauches est assez adapté à ce qu'est réellement la NUPES. Et puis la poursuite du mouvement de décomposition de la droite. Bon, il se passe des choses, mais tout ça manque un petit peu d'élan. Un peu comme si la présidentielle n'avait pas lieu. C'est ce que dit Frédéric Dabi, par exemple, le sondeur de l'IFOP. Ça ne passionne pas non plus beaucoup les Français, cette campagne. Pourtant, ces élections sont peut-être les plus importantes depuis 40 ans. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Marianne ce matin. Marianne qui sera représentée dans un instant par Adrien Matou, qui est dans le métro. Il arrive. Charlotte Dornelas, en revanche, est déjà là avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles, et David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique au journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Peut-être, alors je pensais poser la question à Adrien, puisque c'est son journal. Élections les plus importantes depuis 40 ans. Est-ce que ça vous paraît convenir à ces législatives? Chaque élection législative est évidemment importante, mais celle-là, c'est vrai qu'elle intervient dans un contexte à la fois international, national. On ne va pas refaire tout le film ici, mais entre la guerre en Ukraine, les suites de la crise du Covid, la situation des finances publiques de la France, et puis l'état de la société également, dont on voit qu'elle est totalement fracturée, hystérisée, extrêmement tendue. Oui, donc ce sont des élections absolument décisive. Je reviens sur votre tableau général de la situation. Moi, je pense que tout ceci est lié. La drôle de campagne, c'est vraiment l'expression est fameuse. C'est une campagne qui à la fois a eu lieu, n'a pas eu lieu, mais tous les éléments que vous évoquiez sont liés. C'est-à-dire que si Jean-Luc Mélenchon a pu totalement occuper le devant de la scène pendant ces 6 semaines, si ces polémiques que vous évoquiez, c'est-à-dire l'affaire Abad et le fiasco de la gestion du Stade de France, ont pris tant d'importance, ont eu tant de résonance, c'est effectivement parce que Emmanuel Macron avait pris le parti de ne pas faire campagne ou de rééditer le bon coup, entre guillemets, de la présidentielle où il était rentré en lice à 2 semaines du premier tour. Là, c'est exactement pareil, sauf que les mêmes causes n'ont pas produit les mêmes effets. Alors, l'effet principal, ça a été de laisser un boulevard à Jean-Luc Mélenchon. Mais la question que je me pose, moi, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon avait planifié ce rouleau compresseur qu'il a mis en route pratiquement dès le lendemain de la présidentielle, en se disant finalement c'est maintenant que ça va se jouer. Et d'ailleurs, une chose qui me frappe, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de programmes pendant la présidentielle, et les programmes arrivent là, maintenant, cette semaine. Charlotte Dornelas, est-ce qu'il y avait un plan Jean-Luc Mélenchon pour occuper le terrain pendant ces 6 semaines? Parce qu'on voit Emmanuel Macron, Marine Le Pen se réveiller un peu au dernier moment. Là, ces jours-ci. Hier, il tape Emmanuel Macron sur Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, il y a 2 jours, dit votez, donnez-moi 100 à 150 députés. Je sais pas, il y avait probablement un plan chez Jean-Luc Mélenchon de faire une campagne législative, et il est le seul à le faire. Donc évidemment, pour occuper le terrain, c'est plus pratique. Parce que les autres, en effet, sont à la fois dans l'attentisme, on a l'impression qu'ils sont complètement tétanisés dans cette campagne pour des raisons différentes, je pense. À droite, et cette question de la non-alliance qui est difficile à défendre au moment où la gauche le fait, avec des vraies divergences à la fois sur certains sujets importants, même des différences parfois sur certains principes importants. On voit sur la police tue de Jean-Luc Mélenchon, on a vu des socialistes dire c'est pas tout à fait notre conception de l'ordre et de la sécurité. C'est pas tout à fait leur conception, et pourtant l'alliance dure, et donc il y aura des divergences, et c'est ce qu'avait promis Jean-Luc Mélenchon, chacun aura son groupe à l'Assemblée, donc ils se disent pour gagner cette alliance est nécessaire, et il y a des choses qui méritent cette alliance, malgré nos désaccords qui parfois sont importants. Donc c'est sûr que c'est difficile derrière pour des personnalités de droite de venir défendre une non-alliance qui conduira à une représentativité faible aux législatives, alors même que les mêmes nous expliquaient il y a un an, surfaient sur l'idée que le pays avait définitivement basculé à droite. C'est extrêmement compliqué pour eux de défendre leur comportement électoral, on va dire, après cette présidentielle, mais c'est vrai que et après Emmanuel Macron en effet continue ce qu'il a fait pendant la présidentielle. Ce qui est assez incroyable, c'est que la campagne présidentielle, vous disiez, il y a six qu'est-ce qu'il a fait comment dire 6 semaines de drôle de campagne, c'est-à-dire que c'est 1 an de drôle de campagne, parce que on a commencé au mois de, je sais plus quand est-ce que c'était, mais au mois d'août dernier, en liste d'Éric Zemmour. C'est là que démarre véritablement l'après-campagne. Et c'est ce que j'allais dire, le premier débat qui est organisé entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, là c'est le choc des visions de société, c'est
le retour de la politique. C'était le commentaire évident pour tout le monde. Il y avait un retour de la politique après le président qui dépassait les clivages. Et Emmanuel Macron a réussi ce qu'il avait réussi pendant 5 ans, c'est-à-dire à neutraliser les clivages politiques pendant la campagne. Il essaye de poursuivre la chose pendant les législatives. Alors il y a plein de questions qui se posent. Ces alliances-là électorales vont-elles tenir dans le temps, ou est-ce qu'on va voir se désagréger tout ça dans les semaines rapidement après les législatives? J'aimerais qu'on s'intéresse avant cela, David, si vous le voulez bien, aux électeurs eux-mêmes. Vous avez publié hier un sondage très intéressant qui montre d'ailleurs un certain paradoxe. Oui, les Français, semble-t-il, veulent de la gauche, alors qu'on disait qu'ils avaient basculé à droite, mais ils veulent de la gauche pas au point non plus d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Vous leur avez posé la question, est-ce que vous souhaitez Jean-Luc Mélenchon à Matignon? Eh ben, on a un petit 31% seulement d'électeurs qui sont favorables à ce scénario. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qui est assez conforme finalement à la répartition de l'électorat entre ces fameux 3 blocs, extrême gauche, extrême centre, extrême droite qu'on a constaté à la présidentielle. Donc ça représente ce tiers de l'électorat. Il y a quand même des gens qui vont voter NUPES, mais ils ne veulent pas Jean-Luc Mélenchon. On est toujours Matignon. dans la stratégie du vote utile, qui domine, qui a totalement dominé cette logique-là, qui a totalement dominé la présidentielle et qui semble devoir dominer également les législatives. Vous savez, ce fameux électeur stratège qu'on rencontre uniquement d'habitude dans les cours de sciences politiques, là on l'a rencontré en vrai, il a vraiment fait usage de son bulletin de vote pour poursuivre un objectif stratégique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui ne sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui ne le soutiennent pas, qui ne lui donneraient pas les clés du camion, mais qui, pour faire barrage à Emmanuel Macron, vont voter pour lui. C'est d'ailleurs là que finalement Jean-Luc Mélenchon a eu du flair. Vous disiez tout à l'heure, il est démarré juste après le 2e tour de la présidentielle. En la réalité, il a démarré un petit peu avant et il avait parfaitement compris dans la semaine qui avait suivi, juste après son élimination au premier tour, il avait parfaitement compris que les Français voulaient une cohabitation. Ils voulaient une cohabitation avec un Premier ministre de droite, d'extrême droite, de gauche, mais ils n'étaient pas forcément d'accord, mais lui, il a parfaitement saisi cette aspiration. En fait, les gens ne veulent pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et lui, il a totalement saisi cette aspiration et s'est vendu comme Premier ministre avec cette absurdité constitutionnelle, mais qui était finalement un assez bon coup sur le plan pédagogique, surtout dans une campagne où l'électorat est quand même assez apathique et n'a pas vraiment d'enjeu, n'a pas vraiment d'histoire à s'approprier pour déterminer pour qui il va voter. Alors, on salue Adrien Matou qui vient d'entrer en studio. Bonjour mon cher Adrien. Bonjour. Journaliste à Marianne, je le rappelle, auteur d'un ouvrage consacré à Jean-Luc Mélenchon, La Chute. Je disais en introduction, Adrien, votre hebdo, Marianne, titre cette semaine. Alors, la une n'est pas consacrée aux législatives, mais le papier de tête, nous dit que ces élections législatives sont peut-être les plus importantes depuis 40 ans. Alors, je sais bien qu'il faut accrocher le lecteur avec des titres chocs, lui donner envie de lire l'article, mais enfin, tout de même, qu'est-ce qui fait dire à Marianne que ces législatives sont si cruciales? C'est peut-être la première fois depuis 40 ans qu'on a l'impression qu'elles ont un enjeu en fait, parce que depuis, alors si on remonte un petit peu moins longtemps, mais si on remonte à l'inversion du calendrier électoral, on a l'impression que... Donc c'est 2002, 2002, les législatives procèdent complètement de la présidentielle et que c'est une espèce de chambre d'enregistrement. Et comme c'était dit précédemment, Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer une espèce de moment politique avec cette campagne « Élisez-moi Premier ministre ». Et on a l'impression, avec les sondages, alors même si c'est une perspective qui est pour l'instant plus possible que probable, qu'il pourrait y avoir, alors peut-être pas une majorité de gauche, mais peut-être pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron. Minorité de nuisance. Exactement. C'est l'objectif de la NUPES. Donc en réalité, on a l'impression que ces législatives pourraient avoir un enjeu politique réel et pas juste être la conséquence de la présidentielle qui vient de se produire. Et c'est peut-être pour ça que la majorité essaie de dramatiser un petit peu le débat politique vu que Mélenchon a réussi, lui, à convaincre peut-être une partie de son électorat que c'était important, et maintenant c'est au tour des macronistes de se réveiller un peu c'est tard important, quand même. C'est important pour nous aussi. Mais j'aimerais, alors question toute bête, mais est-ce qu'il faut souhaiter, peut-être pas forcément une cohabitation, mais en tout cas un Parlement contrarié dans lequel le président de la République aurait des difficultés à faire passer ses projets de loi? Moi j'ai le souvenir, j'ai pas fait Sciences Po, mais on me disait finalement le fonctionnement peut-être le plus cohérent de la Ve République, c'est la cohabitation. Quand on a un président chef de l'État et un Premier ministre qui n'est pas de son bord. Charlotte Dornelas, vous avez une religion là sur ce sujet? Non, j'en ai une autre, mais pas celle-là. Non, mais est-ce qu'il faut le souhaiter? J'en sais rien. C'est pas une question de devoir, à mon avis, parce simplement. Que semble-t-il, c'est ce que les Français veulent. Mais c'est ça, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il y a un retour d'une volonté. Et c'est marrant ce que vous disiez. Je suis absolument d'accord. Il y avait une volonté précédemment de cohabitation, quelle que soit à la limite la cohabitation, c'est-à-dire une volonté de modération
du macronisme tel qu'il est aujourd'hui. En réalité, c'est une volonté surtout d'alternative possible, d'expression de l'alternative à ce qu'est le macronisme. On a un Emmanuel Macron qui s'est assez radicalisé, il parle lui-même d'extrême centre d'ailleurs, donc il a dû en prendre conscience. Il s'est radicalisé sur le côté, nous sommes les raisonnables et les alternatives à côté, on va vaguement les écouter, mais enfin bon, restons entre gens sérieux. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lui disent, on va mettre d'autres gens qui pensent d'autres choses, qui ont une autre ligne qui est parfois radicalement différente de la vôtre, mais précisément pour pas laisser le macronisme se développer totalement. Donc c'est pas tellement est-ce qu'il faut une cohabitation, c'est un constat, beaucoup de gens la veulent, ça c'est sûr. Alors on a entendu ce matin sur Europe 1 un reportage de députés sortants disant à quoi bon continuer, à quoi bon se représenter, la fonction de député n'a plus beaucoup de valeur dans un Parlement redevenu godillot. Et alors quand on regarde le président de la République qui samedi dernier annonce la création d'un Conseil national de la refondation, rien que l'intitulé, on a l'impression qu'il fallait absolument que ça fasse CNR, comme Conseil national de la résistance, mais on peut interpréter, et c'est ce que dit Marianne encore une fois, je rends hommage à votre travail Adrien et à vos collègues, on a une entité potentiellement concurrente de l'Assemblée nationale. Et est-ce cela que précisément les Français ne veulent pas, à savoir l'exécutif dominant totalement l'activité politique du pays? C'est paradoxal parce que ce fameux CNR dont il reste à préciser les contours, on se demande si c'est pas effectivement un objet un peu politique non identifié qu'a dégainé Emmanuel Macron comme d'habitude, comme souvent en toute fin de campagne. Après, ça, je pense que la philosophie politique peut aussi correspondre à une vraie demande des Français. Vous savez, le fait que les élus soient pas forcément au contact, notamment les élus de l'Assemblée nationale, la demande croissante depuis 20 ans de démocratie. C'est vrai, de démocratie participative, la volonté d'avoir aussi une consultation des corps intermédiaires, pas forcément seulement politique. Et Emmanuel Macron sait bien qu'il a un déficit de crédibilité de ce point de vue-là, puisqu'on lui a fait le procès pendant les 5 premières années de son premier quinquennat, les 5 années de son premier quinquennat, d'avoir méprisé, squeezé, outrepassé les corps intermédiaires. Donc il y a cette volonté-là. Après, effectivement, on se demande si c'est une institution qui est chargée de réfléchir sur les grandes réformes, les points emblématiques, les dossiers emblématiques socio-économiques, etc. Il y a déjà pas mal d'instances qui existent, le Conseil économique et social, il y a le fameux commissariat au plan de François Bayrou qui est chargé de plancher là-dessus. Donc attention, il faut quand même regarder précisément ce que ça va donner, quels seront les dossiers, les projets de loi, les réformes qu'il examinera. Pour l'instant, ça sent quand même un petit peu le gadget ou le machin. Mais en tout cas, on sent que Emmanuel Macron tente de répondre à une véritable aspiration à laquelle aucun politique n'a véritablement réussi à répondre, à part quelques gadgets ou type grand débat d'Emmanuel Macron ou démocratie participative de Ségolène Royal à l'époque. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la formule idoine de ce point de vue-là. Bon, on a parlé de l'électeur stratège, l'électeur qui souhaitait un équilibre des pouvoirs, si je puis dire. La réalité, Adrien Matous, c'est surtout le risque d'une très forte abstention. Il faut rappeler quand même qu'en 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, 51% des électeurs ne se sont pas déplacés au premier tour et c'était 59% au second. Ah bien sûr, mais c'est le cas depuis qu'on a l'impression que les législatives n'ont aucune importance. Oui. Et en fait, on a habitué les gens à penser que c'était... Mais là, justement, vous dites élection à enjeu et peut-être élection à enjeu. Jean-Luc Mélenchon recrée une sorte d'intérêt. Voilà. Donc, l'espoir, c'est peut-être qu'il y ait une participation plus importante cette année, mais il faut quand même souligner que déjà la France est une anomalie dans les démocraties. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu de pays au monde où les élections législatives ou les élections du Parlement sont aussi peu considérées. On a l'impression qu'elles n'ont aucune signification, aucune importance. Tous les pays européens qui nous entourent, les gens participent massivement à ces élections. Alors vous allez me dire, parce qu'il n'y a pas d'élection présidentielle ou au suffrage direct, mais par exemple aux États-Unis, ils ont des élections à mi-mandat, les midterms, qui sont extrêmement importantes. En France, voilà, c'est le calendrier électoral qui fait que, et peut-être aussi les institutions qui donnent peu de pouvoir en réalité au Parlement, qui font que les gens y accordent peu d'importance. Là, on a peut-être une occasion de politiser ces élections et donc de les rendre plus significatives, mais il faut quand même se rappeler que ça fait des années que les Français se sont habitués à ce que ces législatives-là soient quelque part un petit peu banales et décourageantes pour les gens qui ont perdu. Parce que c'est ça aussi la question, c'est que les gens du camp qui ont perdu, ils se démobilisent.
Alors ça, David c'est Rodalen. une évolution relativement récente, parce que je rappelle quand même que les législatives, comme la présidentielle et les municipales, étaient les 3 élections les plus courues par les Français. Les Français qu'elles étaient importantes. aimaient voter pour leurs députés comme ils aimaient voter pour leur maire. Ils participaient. Et effectivement, vous avez raison, depuis 20 ans, voilà, ils en sont de plus en plus éloignés. En 77, c'était hyper important. Absolument. Merci à tous les 3. Merci. Je signale la une de Marianne, passionnante, vers une organisation ethnique du travail où l'on apprend que les buralistes désormais sont quasiment tous chinois, les agents de sécurité tous tchétchènes, les médecins tous maghrébins, les crépiers tous tamouls. Alors là, vraiment, c'est en Bretagne, en Bretagne. Papier très fort intéressant. Et valeurs actuelles. La France. Et la France, la valeurs actuelles, c'est pas nouveau non plus, ce que dit Marianne, c'est de longue date. Et les maçons portugais, si on pouvait continuer un peu dans les clichés, mais malheureusement, semble-t-il, c'est très vrai. Et valeurs actuelles, la France sous la loi des racailles, Charlotte Dornelas. Merci à tous les 3. J'ai pas le JDD, mais c'est dimanche, c'est normal. J'ai dimanche, mais je ne vous livre pas encore le scoop qui sera à la une. Il ne le sait pas lui-même. Merci à tous les 3. Bonjour Philippe Vandel.